Sans plus tarder, je vais vous présenter Pierre Bayard. Alors, avant de lui donner la parole, dans la vie personnelle, Pierre Bayard, c'est un amoureux de la nature et du vivant. Pendant la saison estivale, il se balade en kayak, un kayak de 18 pieds de long, en kayak de mer, sur divers plans d'eau de notre magnifique province. Toutefois, dans sa vie professionnelle, Pierre a néanmoins les deux pieds sur terre. Il est paramédic et enseignant en soins préhospitaliers d'urgence au collège Antique, et ce depuis une trentaine d'années. Il a récemment complété une maîtrise en pédagogie collégiale dont le principal sujet portait sur les stratégies d'apprentissage cognitif, ce qui fait l'objet, bien sûr, de sa présentation d'à midi. Il se consacre à vivre et à communiquer à ses étudiants et ses collègues son amour de l'apprentissage. Merci Pierre et bon webinaire, mesdames, messieurs. Merci beaucoup, Nicole. C'est très généreux. Écoutez, on va commencer avec un bébé sondage, quelque chose de très, très rapide. Et puis après, je ferai un peu l'ouverture de la présentation. Alors, ce que je vais vous demander, et je vais tout de suite partager le bon écran. Alors, je vais vous demander d'aller sur Google, par exemple, et de taper Student Login Socrative. Alors, le Student Login, allez pas sur le Teacher Login, c'est pas la même chose. Teacher, c'est à moi. Donc, sur le Student Login, et pour le Room Name, le nom de la chambre, c'est P. Bayard. Et un petit questionnaire vous attend. Puis, lorsque vous allez vous inscrire, s'il vous plaît, mettez votre prénom et votre nom. Alors, puis, juste de répondre aux petites questions, il y en a 4. Hein, c'est vraiment en bon français, là, les demographics. Puis, dans le fond, je veux juste savoir un petit peu qui est avec nous. Et ça va nous donner un petit peu de portrait. Ça va me permettre de m'orienter aussi par rapport à la formation. Fait qu'on prend une petite minute pour faire ça. Alors, sur Google, Socrative Student Login. Le room name, c'est P. Bayard en un mot. Des minuscules, majuscules, ça n'a pas d'importance. Et après ça, vous mettez votre nom, prénom. Mettez votre nom aussi. Alors, votre nom, prénom. Et puis, ceux qui ne l'ont pas fait, ce n'est pas grave. Là, ne vous réinscrivez pas. Alors, on voit déjà les noms qui apparaissent. Enfin, moi, je les vois. Puis, tranquillement, je vais vous montrer ça bientôt. Ah, bonjour Karine. Bonjour Isabelle. Les noms que je reconnais. Salut Martin. Le John Abbott. Mon Dieu, vous faites ça vite. Déjà 66 personnes qui ont fait ça. Et vous êtes 94. Wow! Ah, parfait. OK. Alors, je pense que vous avez pas mal tous répondu. Bon, 70. On va avoir un bon échantillonnage avec ça. Alors, on va juste aller voir qui est là. Alors, comme ça ici. Alors, bon, qui est avec nous aujourd'hui? Une seconde. Show Answers. Alors, on va juste regarder les cégeps, là. Alors, Maisonneuve, Saint-Jean-sur-Richelieu, André-Grasset, Victoriaville, Notre-Dame-de-Foy. Mon Dieu, on est partout. Des gens de l'INRS. Bonjour, les amis de l'INRS. CETAM, Coopérative ambulancière de la Montérégie, Cégep de Saint-Hyacinthe, Sainte-Foy, Matane. Bonjour, les gens de Matane. Montmorency, Abitibi-Témiscamingue. Bonjour, les gens de l'Abitibi. Alors, on est vraiment partout dans la province. Tiens, il y a des gens de la maison, des gens d'Annecy. L'ITAQ. Et encore, les séries. Bon, excellent. Alors, on a vraiment des gens partout. On regarde un petit peu qui est ici. Alors, on a principalement des gens du secteur technique et un petit 15% du secteur préu. Et puis, un petit 40% parce que vous êtes professionnel, parce que ça ne s'applique pas, vous êtes peut-être au niveau administratif. Puis, c'est une chose qui ne me déplaît pas, ça, parce que ma présentation, même si elle s'adresse à vraiment
tous les enseignantes, tous les enseignants. Elle a une saveur technique. Ça fait quand même 27 ans que j'enseigne en soins préhospitaliers d'urgence au Collège John-Sick. Alors, c'est malgré moi, il y a une saveur technique, mais gardez en tête que tout ce dont je vais parler s'applique absolument au secteur préuniversitaire. Donc, très bien. Combien d'années d'expérience avez-vous en... Oh mon Dieu, c'est très distribué. Alors, je vous dirais, on a un 34 de personnes qui ont moins de 7 années. Puis, on a une deuxième petite vague ici, un 26 pour des gens, même plus que ça, 47 pour des gens qui ont plus de dizaines d'expériences. Mon Dieu, c'est vraiment une distribution bimodale. Alors, bon, ben, tant mieux. Alors, c'est vraiment là, distribué. Puis, il y a quelques personnes là, qui se retrouvent dans le milieu. Excellent. Et puis, l'autre côté, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, évidemment, on a principalement plus que la moitié des enseignantes et des enseignants et nos tellement précieux professionnels, les psychologues, conseillers pédagogiques API. Ah, les cadres ne sont pas venus faire un tour aujourd'hui, c'est pas grave. Je suis certain qu'ils se tiennent extrêmement occupés. Les gens personnels de soutien, cool, merci, bienvenue. Alors, voilà un peu pour qui est avec nous aujourd'hui. Je vais retourner à ma page de ma présentation. Je vais juste faire du ménage ici, juste pour ménager la bande passante. Yes. Bye. Et je prends une gorgée. Donc, alors, apprendre, ça s'apprend tellement. Donc, ben, merci beaucoup, Nicole, de l'accueil. Alors, je me nomme Pierre Bayard. Et si vous permettez, rapidement, là, je vais juste ajouter un petit complément ou deux. Alors, comme Nicole l'a mentionné, ben, je suis paramédic depuis environ une trentaine d'années. Je suis toujours paramédic, mais je ne le pratique plus depuis déjà une dizaine d'années. Et je suis au Collège John-Sick à la formation initiale des paramédics en soins préhospitaliers d'urgence. Mais j'ai tout récemment commencé une nouvelle carrière et je donne des cours au MIPEC avec le programme Performa, la formation des maîtres, avec l'Université de Sherbrooke. Alors, je viens tout juste de commencer ça et j'ai le meilleur groupe du monde qui sont probablement là aujourd'hui. Mais je l'aurais dit quand même si elle n'avait pas été là. On l'a mentionné, je viens de terminer une maîtrise en éducation et évidemment, le sujet, ce sont sans surprise, ce sont les stratégies d'apprentissage cognitive. Et à nouveau, comme Nicole l'a mentionné, pendant la saison estivale, ben, j'occupe mon temps à aller chasser le beluga dans une des plus belles régions, c'est pas la seule, mais une des plus belles régions du Québec, le bas du fleuve au large de Kamouraska. Ça, c'est vraiment mon terrain de jeu. Alors, si vous ne savez pas où aller cet été, là, ça, c'est un des super beaux endroits. Pendant que le temps ne nous bouscule pas, je vais tout de suite faire des remerciements. Je vais les faire rapidement, mais c'est quand même important. Alors, ben, premièrement, merci à l'AQPC de m'accorder ce privilège. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Vous êtes presque 100 personnes ici aujourd'hui. Fait que je trouve ça vraiment super, vraiment extraordinaire. Alors, merci beaucoup à ce privilège de l'AQPC. Merci à Nicole et à Jade de m'accompagner depuis déjà plusieurs semaines pour préparer cette communication. Fait que merci beaucoup, mesdames. Puis de manière plus personnelle, ben, je vais remercier M. Patrick Bertrand, qui est un collègue au Collège John-Sick, qui enseigne avec moi en soins préhospitaliers, qui a déjà assisté à ma conférence, qui m'a offert une critique vraiment là, en béton. Alors, j'apprécie beaucoup et merci beaucoup à Lisa Tremblay, qui est une conseillère pédagogique au Collège John-Sick en développement professionnel. Lisa et moi, on travaille beaucoup ensemble. Alors, merci beaucoup à ces deux personnes-là qui sont des collègues, mais qui sont aussi qui sont des amis. Alors, j'apprécie beaucoup tout le soutien que vous m'offrez et évidemment, merci à vous. Alors, on va commencer, mais avant de commencer, je veux pas que personne soit déçu, évidemment. Excusez-moi, je prends une petite gorgée. Vous allez m'excuser, je vais probablement boire beaucoup, peut-être tousser un peu. Je vous laisse deviner ce que j'ai fait la semaine dernière.
Ça commence par un C, puis ça finit par un 9. Fait que c'est ça, si à un moment donné, je tousse. Mais soyez sans crainte, là, je vais très bien. Puis ça va bien aller. Soyez sans crainte. Mais ce que je voulais vous dire par rapport à la communication, c'est aujourd'hui, je n'irai pas dans les recherches les plus pointues, dans ceux qui ont été publiés le mois dernier. Ce n'est pas là que je veux aller. Mais ma communication a vraiment pour objectif de revisiter la base, je dirais une des bases, mais qui est aussi tellement pertinente et tellement utile, surtout en ces temps, pour enseigner, mais surtout faire apprendre à nos jeunes étudiantes et nos jeunes étudiants qui vraiment ne l'ont pas facile. Alors, comme je dis, là, je ne suis pas vraiment là, dans les hautes sphères, là. Je suis vraiment à la base. Puis honnêtement, c'est une place là, où j'aime bien être. Alors, on y va avec une petite ouverture et deux petites mises en situation. Alice. Alice, alors vous avez corrigé un examen la semaine dernière. La moyenne du groupe était correcte. Bon, on était dans les 70, 75. C'était quand même pas trop pire. Puis là, vous avez reçu un million de Alice. Alice veut vous rencontrer. Bon, pas de problème. Fait qu'on organise le rendez-vous. Alice se présente à votre bureau. Elle vient s'asseoir. Bonjour Alice, je suis content de te voir. Comment ça va? Qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Et là, avant même qu'elle commence à parler, elle devient les yeux tout mouillés. C'est comme, bon Dieu, Alice. Puis là, elle dit, monsieur a dit, l'examen de la semaine dernière, là, j'ai étudié tellement fort, là, puis j'ai eu 63 là, ça ne marche pas. Là, ma matière, je la savais. Là. Puis la fin de semaine avant votre examen, j'ai étudié tellement fort, j'ai étudié une vingtaine d'heures. J'ai lu, j'ai relu vos notes de cours. J'ai re-regardé les capsules vidéo. J'ai recopié quasiment toutes vos notes de cours. Puis là, j'ai 63 mais là, je suis vraiment inquiète pour la suite du cours, puis l'examen final, puis la réussite. Là. Alors, je ne sais pas si c'est une conversation qui vous est familière, mais c'en est une que moi, j'ai eue souvent. Un étudiant qui arrive, qui vraiment pensait vraiment savoir la matière, et puis malheureusement, c'était peut-être pas le cas. Une autre petite mise en situation, Jean-Claude. Alors, on est en classe, ça va bien, on présente des nouveaux concepts, on va approfondir un peu ce qu'on a déjà appris, et puis là, ben, question un peu d'activer les connaissances antérieures, parce qu'en pédagogie, ils nous ont dit de faire ça. Fait que là, au début du cours, on va se réchauffer un peu le neurone, puis on va revisiter les concepts qu'on a vus là, la semaine dernière, par exemple. La semaine dernière, vous vous souvenez, c'était un bon cours, les gens posaient des questions, ça a bien été, cool. Fait que là, on part ça, puis là, OK, hey Jean-Claude, pourrais-tu nous rappeler, la semaine dernière, là, on a parlé, bon, je vais sortir mon cours de la semaine dernière à moi, on a parlé des syndromes coronariens aigus. Pourrais-tu me parler un peu des principales caractéristiques des syndromes coronariens aigus? Puis là, Jean-Claude fait, je ne le sais pas. Tu dis, non, comment Jean-Claude? Non, on l'a vu la semaine passée, tu étais là, je me souviens. Commence, je vais le finir. Puis Jean-Claude, autant qu'il veut, malheureusement, il n'y a rien qui sort. Puis l'analogie des yeux, là, du chevreuil, là, mes pauvres Jean-Claude, il voudrait tellement, là, puis malheureusement, ça ne sort pas. Ce qu'il a vu la semaine dernière, c'est juste plus là. Alors, c'est probablement des situations qui vous sont familières. Et puis, les apprentissages qui sont faits par Alice et Jean-Claude sont vraiment des apprentissages qu'on va qualifier en surface. Puis malheureusement, ce ne sont pas des apprentissages qui sont particulièrement durables. Et ça explique la très moyenne note de Alice. Puis ça explique aussi pourquoi Jean-Claude, en classe, est pas capable de répondre à une question qui pourtant n'est pas si difficile que ça, puis qu'on a vu quand même récemment. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose avec lequel je vais commencer tantôt. Avant d'aller plus loin, je veux tout de suite dire, même si je donne deux mises en situation de Alice et Jean-Claude, puis c'est peut-être pas des performances particulièrement reluisantes de leur part, mon intention ici, c'est pas de porter un jugement sur la valeur personnelle des individus. Là.
absolument pas. Là. Nos étudiantes, nos étudiants, on les aime d'amour. Ils sont extraordinaires. Puis des fois, ils ont de la difficulté. Fait que, c'est plus un jugement professionnel sur la qualité de leurs apprentissages et non pas sur les individus. Alors, je veux juste qu'il n'y ait vraiment pas de confusion à ce niveau-là. Alors, ces deux petites situations-là seront la prémisse de base avec laquelle je vais progresser aujourd'hui. Alors, le plan de marche pour aujourd'hui, alors vous allez voir, c'est fort simple. Je vais donner une explication de ce que sont les apprentissages en surface et en profondeur. Puis tantôt, Nicole l'a très bien dit, on va rendre disponible, excusez-moi, je vais me cacher, on va rendre disponible une infographie 11 par 17 sur laquelle là, toutes les informations pertinentes sont. Alors, vous allez avoir vraiment là, tout ce qui est sur les diapositives. Là, je ne pensais pas qu'envoyer un PowerPoint, c'était vous rendre le plus grand service, mais vraiment, tout est vraiment documenté là-dessus. C'est un document PDF, puis après ça, si vous voulez le partager, ben, s'il vous plaît, ça va me faire plaisir. Aujourd'hui, apprentissage en profondeur. Après ça, on va aller parler, le plus gros morceau de la communication aujourd'hui, ça va être les stratégies d'apprentissage cognitif. Et on va terminer par l'enseignement des stratégies d'apprentissage cognitif et on va terminer par une conclusion. Alors, c'est notre plan de marche pour aujourd'hui. Alors, en conclusion, je vais tout de suite donner la conclusion. Puis c'est la même diapositive qui est à la fin de la communication, fait que je vais y revenir plus en détail. Mais dans le fond, là, la prémisse de base, c'est pourquoi on devrait enseigner, pourquoi on devrait faire apprendre des stratégies d'apprentissage à nos étudiantes, à nos étudiants. Premièrement, parce que ça favorise une activation des neurones et une construction solide, durable, pertinente des réseaux neuronaux. Je reviens tantôt. Les stratégies d'apprentissage permettent de faire des apprentissages en profondeur. On va voir c'est quoi tantôt aussi. Les stratégies d'apprentissage, c'est un levier extrêmement important sur la motivation à apprendre et aussi sur l'engagement scolaire. Et vous le savez fort probablement comme moi que la motivation et l'engagement sont deux leviers déterminants sur la réussite éducative. Alors, voilà pourquoi on devrait faire apprendre des stratégies d'apprentissage. Ne bougez pas. Donc, on y va. Les apprentissages en surface, les apprentissages en profondeur. Ce que, malheureusement, trop souvent, nos étudiants font. Puis, comme je disais tantôt, ce n'est pas un jugement sur les individus. Là. Comme étudiant au cégep, j'ai fait bien pire. Mais des apprentissages en surface, malheureusement, c'est des apprentissages souvent qui sont isolés les uns des autres. Alors, ce ne sont pas des apprentissages qui sont reliés par des liens logiques, par exemple. Alors, c'est des apprentissages qui sont vraiment isolés. C'est des apprentissages souvent dont le sens n'est pas particulièrement clair et dont la pertinence aussi échappe peut-être des fois à l'étudiante ou à l'étudiant. Ils ne savent pas pourquoi ils apprennent ça. Souvent, pas souvent, ce sont des apprentissages qui sont le fruit de stratégies de bas niveau. Alors, souvent, la répétition, la mémorisation. Puis, est-ce que ça peut nous permettre de réussir un examen? Oui, ça ne devrait pas, là, mais oui, des fois, ça permet. Mais est-ce que ça va nous permettre de réussir le prochain? Bien, pas s'il ne se passe pas de quoi entre les deux. Et malheureusement, ce sont des apprentissages, justement, qui sont éphémères, qui ne durent pas longtemps. Alors, ces apprentissages-là doivent être refaits pour le prochain examen, qui doivent être refaits pour l'examen final, qui doivent être refaits pour le cours pour lequel il était préalable. Alors, malheureusement, ces apprentissages qui ne sont pas particulièrement efficaces. Ils sont très reliés à une tâche très spécifique. Le prof veut que je fasse ça pour rentrer dans son cours. Le prof veut que je fasse ça pour passer l'examen. Mais c'est très tâche reliée. Alors ça, c'est des apprentissages en surface. Les apprentissages en profondeur, puis j'aime bien l'analogie du système racinaire, vraiment d'un arbre qui vient vraiment rentrer ses racines loin dans la terre pour devenir solide. Bien, les apprentissages en profondeur,
ben, c'est des apprentissages qui sont reliés entre eux. Donc, il y a des liens entre les nouveaux apprentissages, mais il y a aussi des liens entre ce que l'étudiant a appris dans le cours antérieur, ce qu'il a appris dans le cours de l'autre session. Alors, tout ça est attaché ensemble. C'est caractérisé par un sens, donc il sait c'est quoi, mais il sait surtout à quoi ça sert. Que ce soit du préu ou du technique, là, on est les deux pieds dedans. Là. Il sait à quoi ça sert analyser un texte en français. Il sait à quoi ça sert développer un raisonnement critique en philosophie, par exemple. Puis là, ben, je ne rentrerai pas dans tous les programmes techniques. Ce sont des apprentissages qui sont le résultat de stratégies de haut niveau, j'en reparle tantôt, et ultimement, ce sont des apprentissages qui permettent de résoudre des problèmes. C'est à ça que ça sert. Puis résoudre des problèmes, ben, c'est devenir compétent, d'où l'approche par compétence. C'est des apprentissages qui sont durables. Ils ne sont pas à être refaits à chaque examen, à chaque cours, à chaque fois que j'en ai besoin. C'est des apprentissages qui durent longtemps, donc qui sont encodés, puis qui restent là, tout simplement. On peut aller plus loin encore. Les apprentissages en profondeur. Puis, on va juste faire un peu de publicité pour l'AQPC, pour le colloque de l'AQPC, mais le colloque de l'AQPC au mois de juin va recevoir, entre autres, Mme Joanne Quinn, qui ont publié ce livre-là, qui est S'engager dans l'apprentissage en profondeur des outils pratiques et stimulants. Alors, ça, c'est Mme Quinn qui est juste ici. Alors, eux autres, là, ce qu'ils disent, puis c'est tellement vrai, que les apprentissages en profondeur, là, bien, ça sert à construire l'individu, puis à développer le futur citoyen. C'est ça la mission qu'on a au collégial, c'est éduquer, qualifier, socialiser. Là. Mais les apprentissages en profondeur servent vraiment à ça. Donc, permettre aux apprenants de faire face aux enjeux sociétaux d'aujourd'hui et de demain pour mieux faire face à la vie. On ne peut pas rendre plus grand service que ça à un jeune. Alors ça, c'est Mme Quinn. Ben, c'est plus que Mme Quinn, là, mais Mme Quinn va être là au mois de juin pour venir nous parler de ça. Petite affaire comme ça ici, n'allez pas acheter le livre tout de suite, attendez d'aller voir la conférence de Mme Quinn. L'approche du livre, elle est plus macro, genre collégial, organisationnel, plus que micro dans un cours individuel. Alors, allez voir sa conférence, puis après, ben, vous irez magasiner le livre. Donc, les apprentissages en profondeur. Et c'est vraiment là où je veux aller parce que c'est à ça que vont servir les stratégies d'apprentissage. Puis ce que j'aime de cette nomenclature-là, en surface, en profondeur, c'est que c'est facile à comprendre et c'est facile pour l'étudiante ou l'étudiant. Tu sais, quand tu leur parles régulièrement en classe, là, je leur dis, ça c'est de la surface, ça c'est de la profondeur, ça s'encode en eux, ça. Alors, ceci étant dit, moi je serais disponible pour une bébé période de questions. Puis là, c'est Madame Nicole, je ne sais plus où est-ce que vous êtes. Oui, pour le moment, il n'y a pas de questions qui ont été posées. Toutefois, si vous désirez poser des questions à Pierre Bayard, je vous invite à utiliser le petit module Q&R et à poser vos questions dedans. On peut prendre là, 1 minute ou 2, ou autrement, on peut profiter de cette petite pause de 1 minute ou 2. Vous pouvez aussi commenter dans l'espace de discussion, peut-être appuyer ce que Pierre vient de dire, le relier à du vécu expérientiel. Ne vous gênez pas là, pour commenter aussi dans l'espace de discussion. Donc, Pierre, j'en profite pendant que justement les gens peut-être écrivent une question. Toi, vous présentez à vos étudiants ce que c'est un apprentissage en surface versus un apprentissage à profondeur. Vous le faites ça régulièrement pour leur permettre de bien comprendre justement les avantages à réaliser des apprentissages en profondeur, entre autres. Ouais, plus que régulièrement, je le fais continuellement. Ça ne colle pas chez tous les étudiants, c'est correct. Puis, dans le fond, la moyenne des étudiants réussissent quand même relativement bien. Mais souvent, j'essaie de viser peut-être ceux qui ont plus de difficultés. C'est vraiment à eux que je m'adresse. Puis honnêtement, ça fait vraiment des beaux résultats. OK. Fait que là, on n'a pas de commentaires. Je vais tout de suite continuer, pardon. Le temps continue à avancer.
Puis là, ben, je vois qu'on a encore notre participant. Fait que vous êtes encore là. Il y a une absence de commentaires, pas parce que vous êtes parti. C'est correct. Bon, parfait. On y va. Donc, on continue. Alors, oh, oui, 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 oui. Oui, il y a une question qui a été posée. Oui, Il y a Cédric Derjean-Lalande qui dit comment leur faire rendre compte que leurs stratégies sont inefficaces. Apprendre à désapprendre, entre autres, là, comme exemple qui est oui. donné. Merci, Cédric. Écoute, Cédric, je vais te garder en stand-by. C'est la fin de ma présentation parce qu'effectivement, on va leur montrer des stratégies, puis on va leur dire, à quel moment c'est pertinent, puis on va aussi leur montrer à quel moment c'est pas pertinent et pourquoi. Fait que c'est vraiment la dernière partie de ma conférence. Fait que je vais te garder en stand-by. On conserve la question. Ouais. Puis si je n'y réponds pas, Cédric, repose-la moi tantôt. Donc, on poursuit. Donc, on est deuxième partie, les stratégies d'apprentissage cognitif. Alors, c'est vraiment là que je veux aller. Les stratégies d'apprentissage, il y en a plusieurs. Il y a les métacognitifs. Puis dans le fond, j'ai un petit carré de sable parce que les stratégies d'apprentissage, c'est le lot des étudiants. Souvent, on mélange les termes stratégie d'enseignement, stratégie pédagogique, stratégie d'apprentissage. Bien, on a sous un principal chapeau, là, le principal titre, ce sont les stratégies pédagogiques qui sont déclinées en stratégies d'enseignement. Ça, c'est notre job, les profs. Et on a aussi les stratégies d'apprentissage. Mais les stratégies d'apprentissage, ça appartient à l'étudiant. C'est lui qui les met en œuvre, c'est lui qui récolte les apprentissages. Alors, ce n'est pas le prof qui fait une stratégie d'apprentissage, c'est vraiment l'étudiant. Est-ce que le prof va structurer sa stratégie pédagogique pour que l'étudiant mette en œuvre telle stratégie? Que oui. OK? Mais la stratégie d'apprentissage, ça appartient à l'étudiant. Et dans ces stratégies-là, ben, il y en a 4, je les fais très rapidement. Les métacognitives, alors évidemment, c'est un peu ce que j'aime bien appeler auprès de mes étudiants, un peu l'assurance qualité de l'apprentissage. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça marche? Oui. Bon, ben, continue. Ça ne fonctionne pas? Bon, ben, avec Cédric, tantôt, on va en jaser, puis on va dire ben, comment on se réajuste. Ensuite de ça, excusez-moi. Ensuite de ça, on a les stratégies d'apprentissage affectives qui sont là pour vraiment créer un climat propice à l'apprentissage. Et Dieu sait qu'avec toutes les tensions que nos étudiantes et nos étudiants vivent présentement, c'est extrêmement important dans tout ce qui est la gestion de l'anxiété, gestion du stress. C'est malheureusement pas aujourd'hui qu'on en parle, mais on pourra se faire une autre bonne conférence bientôt là-dessus. On a les stratégies de gestion des ressources. Alors, ça, c'est un peu plus l'organisationnel, tout ce qui est le matériel, le temps, les relations humaines, ces choses-là. Et bien, on arrive aux stratégies d'apprentissage cognitif, qui est notre sujet d'aujourd'hui. Alors, on y va. Barbeau, Madame Barbeau, Denise, dans son excellent livre qui date un peu, mais qui est encore extrêmement pertinent aujourd'hui, décrit les stratégies d'apprentissage cognitif comme étant des techniques pour qu'un apprenant, alors je reviens dans le carré de sable de l'étudiant, qu'un apprenant puisse favoriser l'exécution du processus d'apprentissage pour favoriser l'acquisition de connaissances ou d'habiletés cognitives. Alors, ce n'est pas juste des connaissances, on va aller beaucoup plus loin que ça, donc les habiletés cognitives. Bégin, Christian Bégin, un chercheur à l'Université de Montréal, si je me souviens bien, ajoute que, puis moi j'aime bien ça, puis j'aime bien le dire aussi à mes étudiants, qu'une stratégie d'apprentissage cognitive, c'est une activité qui est planifiée. Ce n'est pas, mais tellement pas, le fruit du hasard ou de la chance. Alors, quand on dit à un étudiant, écoute, tu veux faire des apprentissages, tu veux aller en profondeur, tu veux devenir compétent, tu veux résoudre des problèmes, cool, voici ce que tu as à faire, puis voici ce que tu ne devrais pas faire aussi. Alors, ça, c'est vraiment un élément à mettre en lumière pour un étudiant. Puis c'est correct, des fois, ils ne le savent juste pas. Bien, on est là pour leur dire. Donc, ce sont les stratégies d'apprentissage cognitif. Puis, les principales dont je vais vous parler aujourd'hui sont les suivantes: répétition, élaboration, organisation, généralisation, discrimination. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ben oui, il y en a plusieurs autres. Mais un moment donné, ça se recoupe. Puis, avec ces 5 principales-là, on est capable vraiment de très bien outiller nos jeunes. Un petit élément que je voudrais apporter, c'est puis j'aime bien l'image de l'échelle. Souvent, on pourrait, comme prof, moi, je m'imagine bien, jeune prof, là, il y a plusieurs années, dire
Ah, pas le temps de faire ça, moi, là. Répétition, élaboration, là, c'est pas sexy. Là. On va aller tout de suite dans la généralisation puis la discrimination. Et non, c'est pas ce qu'il faut faire. Les stratégies de premier niveau de répétition, élaboration, c'est des stratégies qui permettent de faire des apprentissages de surface, mais qui sont quand même nécessaires pour permettre à l'étudiant et à l'étudiante de progresser vers des apprentissages en profondeur. Alors, tu sais, l'échelle, là, elle a tous ses barreaux, elle a toutes ses marches, et il faut toutes les faire. Si on commence à enlever des étapes, le jeune, surtout celui qui a de la difficulté, puis c'est vraiment à lui qu'on s'adresse et à lui qu'on pense aujourd'hui, ben, il va rester en bas. Là. Il n'apprendra pas, il va se démotiver, puis il va décrocher. Et où il va échouer aussi. Donc, chacune des stratégies d'apprentissage a sa pertinence, a son importance et ben, il faut toutes les faire. L'important, c'est qu'il ne faut pas rester en bas. Il ne faut pas rester avec de la mémorisation puis de la répétition puis s'en tenir à ça. Puis malheureusement, beaucoup d'étudiants, ne sachant que les autres existent, restent en bas. Alors, je vais prendre le temps, puis là, je regarde le temps, ça avance quand même. Excusez, je passe ma montre qui donc, je vais prendre chacune des stratégies, puis je vais peut-être être un petit peu minimaliste, mais comme j'ai dit tantôt, tout est là. Fait que je vais aller sur celles que je juge les plus pertinentes et les plus intéressantes. Parfait. Donc, on commence par la répétition. Ben alors, évidemment, le mot dit, hein, la répétition. Souvent, on dit il n'y a pas d'apprentissage sans répétition ou l'apprentissage est le propre de la répétition. Excusez-moi. Donc, évidemment, c'est de revoir, de revisiter l'information. Puis, ça vise des apprentissages de surface, des savoirs qui sont plutôt déclaratifs, alors qu'ils répondent à la question « quoi », qu'est-ce que c'est, tout simplement. Donc, on ne va pas tellement plus loin, mais c'est quand même les premiers morceaux sur lesquels on va construire notre base. Alors, ça, c'est un élément. Puis, Alice, tantôt, monsieur, j'ai recopié, j'ai relu, puis je savais votre matière, je savais ma matière, puis ça, je me le fais dire tellement souvent, je me le suis fait dire encore cette semaine. Puis, on les écoute, c'est correct, mais souvent, la répétition, c'est ça le problème que ça fait. Parce que quand je viens lire une première fois, les notes de Bayard, bon, ben cool, parfait. Puis là, ils ont suivi mon cours, puis ils ont été attentifs, ils ont une belle participation. Puis là, ils relisent mes notes. Puis là, c'est comme, ah oui, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Mais ils ne l'ont pas nécessairement appris, ils l'ont plus reconnu. Et cette reconnaissance donne un faux sentiment de sécurité, de ah, je sais la matière. Puis la question, c'est pas ça, c'est pas que tu as sais. Puis c'est pas parce que tu peux l'utiliser non plus, certainement pas. C'est que tu l'as reconnu. Puis souvent, ça donne le faux sentiment de ah, ben je le sais, je l'ai reconnu. Et ça, c'est un problème, ça. Et c'est ça qui fait que des fois, les étudiants vont rester à des stratégies de bas niveau parce que ça a l'air à fonctionner. Je la savais, la matière. C'est comme, non. Des exemples de stratégies d'apprentissage, de répétition. Alors, des exemples d'application, bien évidemment, relire le texte. Tu sais, moi, je leur dis, tu sais, lis mes notes de cours, cool, relis-les une deuxième fois, OK, après, ça suffit. Va faire d'autres choses. Va faire quelque chose de plus engageant cognitivement. Je ne le dis pas de même, là, mais dans ma tête à moi, c'est ce que je veux dire. Recopier des portions de texte. Encore là, prendre une portion, tu sais, faire du copier-coller, tu sais, de prendre un morceau, je copie. Encore là, ça a vraiment ses limites. Mais c'est une stratégie de répétition, puis des fois, d'aller recopier une partie importante, c'est le fun. Recopie pas le livre, parce que, encore là, il n'y a rien à apprendre en recopiant un livre, c'est sûr. Lire une portion de texte, fermer le livre et en redire les éléments principaux à voix haute. Je ne connais pas le principe neurologique de ça. Peut-être que si un orthophoniste ou un orthopédagogue dans la salle pourrait nous le dire, mais il y a une plus-value à dire je ferme mes notes et je
je le redis à voix haute, puis après, je réouvre, puis je vais voir ce qui manque. Mais c'est une stratégie de répétition qui a une petite coche de plus au niveau de l'apprentissage de la matière. Ça, c'est une stratégie que nous, on fait en classe, à laquelle j'ai fait allusion, l'activation des connaissances antérieures. Bien, l'étudiant peut le faire tout seul aussi. Alors, de la répétition, les étudiants me demandent, monsieur, qu'est-ce que je peux faire? Bien, moi, c'est ce que je leur dis. Avant d'arriver à un cours, ben, c'est va prendre un 15 minutes ou la veille, va juste voir ce que tu as vu. Parce que dans le fond, d'être capable de ramener en mémoire de travail les apprentissages qui ont été faits la semaine dernière, bien, ça va faire que ça va être beaucoup plus facile de l'attacher aux nouveaux apprentissages. Parce que, tu sais, la structure de nos cours au collégial, bon, tu sais, on fait ce qu'on peut, mais tu sais, moi, je les vois une fois semaine. Ben, je ne peux pas m'attendre à ce qu'il y ait tout retenu de mon cours de 2 heures de physiopathologie. Absolument pas, c'est beaucoup trop complexe. Fait que de dire, ben, on va juste, oui, Gabriel, tout à fait. Dans le fond, c'est juste de ramener en mémoire de travail. Puis là, c'est accessible. Plutôt que de se faire surprendre comme Jean-Claude, puis de dire, ben, Jean-Claude, peux-tu me parler des syndromes coronariens aigus? Ça ne marche pas. Ça ne se fait pas. Moi, je ne réussirais pas. Donc, ça, c'est une bonne stratégie. L'effet d'espacement, ce n'est pas une stratégie d'apprentissage, parce que ça, c'est le carré de sable des profs. C'est une stratégie d'enseignement. Et je ne passerai pas de temps là-dessus aujourd'hui, mais je fais juste vous dire que si vous avez la chance, allez jeter un coup d'œil là-dessus. Il y a un monsieur qui s'appelle Benoît Riopel. Allez sur YouTube, mettez neuroéducation, effet d'espacement. Puis de toute façon, je pourrais envoyer le lien à Nicole. Là. Je pense que ça va être plus simple comme ça. Mais il donne une conférence sur l'effet d'espacement, de revisiter régulièrement, nous les profs, la matière. Bien, c'est de la répétition, mais c'est quelque chose qui favorise beaucoup un apprentissage de plus en plus en profondeur. Donc, l'effet d'espacement, il y a beaucoup de bonne littérature là-dessus. Tantôt, je vais vous en montrer. Puis on pourra en discuter un petit peu, si vous le voulez, après la présentation. Répétition, premier barreau de l'échelle. Deuxième barreau, élaboration. Élaboration, moi, je l'aime bien, celle-là, parce que au-delà de recopier une partie importante du texte, ben, c'est de dire à l'étudiant, écoute, on a vu un concept compliqué aujourd'hui, le syndrome coronarien aigu, tiens encore. Ben, écoute, moi, là, avant d'arriver au prochain cours, là, fais-moi un résumé, un paragraphe. Puis, prends-en une photo là, avec ton cellulaire, ton iPhone, là, puis envoie-moi ça une photo par Mio, puis je vais le relire, puis je vais le commenter. Mais c'est l'étudiant, avec cette stratégie-là d'élaboration, c'est comme un peu une stratégie de répétition, mais un peu sur les stéroïdes, puis d'être capable de mettre dans ses mots. Alors, en le faisant dans ses mots, même si des fois il s'éloigne du vocabulaire qu'on souhaiterait, mais au moins il est capable de mieux se le représenter, puis ça va avoir plus de sens pour lui. Tantôt, j'ai parlé de sens puis de pertinence, on est dans le sens. Alors, ça, c'est vraiment un élément important. Donc, on est dans des apprentissages toujours en surface, mais on commence à s'approcher vers des connaissances plus déclaratives, mais aussi procédurales. Donc, ça devient intéressant. Donc, l'exemple, alors paraphraser, résumer un concept vu en classe. Moi, ah non, je l'ai comme exemple tantôt, je ne vous le dirai pas tout de suite, on va le faire dans l'ordre. Donc, c'est ça. Alors, résumer. Alors, moi, souvent, quand je donne de quoi de compliqué en classe, je leur dis, là, puis souvent, je regarde les étudiants dans les yeux, c'est comme, OK, Alice, là, c'est toi que je parle, là. Puis de dire, ben regarde, envoyez-moi un résumé. Les mots-clés que vous souhaitez voir. Pas nécessairement. Rendu là, je vous dirais que je laisse ça vraiment à l'étudiant. À l'étudiant vraiment de se le représenter lui-même. Moi, ce que j'aime bien en classe, puis là, je leur dis, puis là, je dis, OK, faites-moi un monsieur si je comprends bien. Puis souvent, quand on pose une question, des fois comme prof, puis comme jeune prof, on pose une question. Quelqu'un a une question? Non? Bon, ben, tout le monde a parfaitement compris. J'enchaîne. Non.
Alors, c'est souvent de dire, OK, c'est beau, Jean-Claude, pourrais-tu me faire un monsieur si j'ai bien compris? Puis Alice va compléter. Fait que, tu sais, dans le fond, de forcer l'étudiant, puis oui, il trouve ça dérangeant, oui, il trouve ça bousculant un petit peu. On le fait avec le sourire, il s'habitue, monsieur, si je comprends bien, c'est un running gag des fois, là. Mais ils apprennent rapidement la valeur de cet exercice-là. Puis ils savent que c'est pas pour les humilier puis les mettre en boîte, là. C'est as-tu bien compris? Puis t'as pas compris, ben garde, c'est peut-être une erreur de lanceur, puis je vais le réexpliquer, ça va me faire plaisir. Je suis là pour ça. Fait que ça, les messieurs, si je comprends bien, moi, j'aime bien ça. Formuler une analogie. Alors, une analogie, bon, ben, tantôt, mon image de l'échelle. Merci, Marie. Donc, pour illustrer, composer une question d'examen. Ça, ils aiment bien ça. Souvent, des fois, quand j'ai un petit peu de temps à la fin du cours, puis là, je leur dis, OK, c'est beau, mettez-moi en équipe de 2, puis faites-moi une question d'examen. Par rapport au cours d'aujourd'hui. Là, ben là, je leur dis, là, votre question, là, elle ne commence pas par nommer, par énumérer, faites-moi surtout pas un vrai ou faux, vous autres. Mais tu sais, expliquez, justifiez, faites-moi une mise en situation, faites-moi contextualiser. Puis ils vont me monter une question, c'est bancal, c'est sûr, mais c'est pas des profs, c'est nous les profs. Mais tu sais, en faisant ça, ben, c'est une manière de se représenter la matière. Puis régulièrement, je prends la question, je la maquille un peu, puis je la remets dans l'examen, puis tant mieux, ils l'ont. Pas de problème avec ça. Tantôt, je vous disais, prends-moi une photo, puis envoie-moi ça par Mio, puis je vais le commenter. Alors ici, j'ai un étudiant qui m'a parlé d'hyperinflation, de pneumothorax, puis de diminution du débit cardiaque. Alors, ben là, vous voyez qu'à la quantité de rouge que j'ai mis, c'est un succès mitigé. Mais je lui ai renvoyé, puis là, je lui dis, ben OK, parfait, refais-le, puis retourne-moi. Puis encore là, ben là, il y a peut-être du monde qui vont dire, OK, ben là, tu t'ajoutes pas un peu de job? Ben oui, c'est correct. Mais quand ils prennent l'habitude de le faire, un moment donné, ils s'améliorent, puis ils viennent nous voir moins souvent, ils deviennent plus autonomes, ils deviennent plus outillés. Puis tu sais, si j'ai juste ma petite cohorte d'étudiants en classe qui a vraiment de la difficulté, qui m'interpelle, ben c'est correct. C'est ça. Excusez-moi, j'ai Joël, qui est une ancienne étudiante qui étudie présentement en pédagogie. On s'en souvient toujours du monsieur, si je comprends bien. Stressant au début, mais aidant ensuite. Merci, Joël, c'est un cœur. Donc, élaboration. On passe maintenant aux apprentissages en profondeur avec les stratégies d'organisation. Puis pourquoi on appelle ça en profondeur? Parce que c'est là que je commence à faire des liens. C'est là vraiment que j'attache les apprentissages les uns aux autres. Alors, ça, c'est vraiment les stratégies d'organisation qui nous permettent de faire ça. On est rendu dans les apprentissages en profondeur et on est toujours dans des savoirs qui sont procéduraux. Alors, concrètement, ça fonctionne comment? Schématiser, fais-moi un dessin, fais-moi un tableau. Tu sais, je veux dire, si tu es pour mettre plusieurs éléments dans une même cellule d'un tableau, ben, c'est parce qu'il y a un lien. Si tu les as mis là ensemble, ben, c'est parce que tu es conscient du lien. Alors, faire un tableau, même si c'est super simple, même s'il y a juste 4 cellules, là, 2 par 2, là, ben, c'est déjà ça. Les réseaux de concepts, là, on vient d'augmenter du niveau de complicité, bien sûr, les cartes mentales ou juste des organigrammes, des enchaînements logiques de conséquences, quelques conditions. Mais encore là, quand ils sont capables de faire ça, ben ça démontre une organisation cognitive qui est vraiment pertinente. Voyez-vous, ici, j'ai un étudiant qui m'a fait une organisation des convulsions. Alors, on parle des convulsions qui sont primaires, secondaires, quelles sont les conséquences. Fait que, bon, là, le visuel, on voit que ça part d'ici, puis ça descend vraiment vers le centre. Donc, ça part vraiment de deux environnements qui sont vraiment séparés l'un de l'autre, les convulsions secondaires et primaires. Puis après ça, ben, ça revient vraiment vers un tronc commun de qu'est-ce qui se passe quand on convulse. Alors, l'étudiant, quand même, bien fait ça. J'ai mis un petit peu de rouge pour corriger ça avec des commentaires, avec des paragraphes. Moi, je fais ça sur Paint, hein, je ne me casse pas la tête. Paint, même si c'est hyper simple, ça fonctionne vraiment tellement bien. Donc, ce sont les stratégies d'organisation. Bon, ça va bien, on est bon dans le temps. Les stratégies de généralisation. Alors, excusez-moi. Les stratégies de généralisation. On est vraiment dans
de la résolution de problèmes. On est vraiment, on arrive vraiment là, à la compétence. On a progressé, puis tranquillement, on devient compétent. Puis compétence, c'est régler les problèmes, c'est solutionner des problèmes. Et lorsqu'on arrive à une stratégie de généralisation, ce qu'on demande à l'étudiant, et c'est extrêmement complexe, alors ça ne se fait pas comme ça se fait avec une progression, puis de revisiter régulièrement cet élément-là, mais c'est d'être capable de dire à l'étudiant, je vais te proposer un problème, que ce soit en français. Okay? Je te demande de construire un texte argumentatif qui va être capable de présenter différents éléments, une idée principale, une idée secondaire. Là, vous voyez que je ne suis pas prof de français pantoute, là. Mais dans le fond, de vraiment structurer un argumentaire cognitif, puis de présenter ça, c'est pas facile. Puis la première fois, il ne réussira pas, là, mais c'est à force de répétition. Mais encore là, pour en arriver à cet élément-là, l'étudiant doit être capable de reconnaître les conditions. Okay? Quand je lui propose le problème, il va reconnaître les caractéristiques essentielles, donc les éléments qui sont vraiment incontournables pour dire « Ah, OK, c'est de ça dont il s'agit. Maintenant, voici ce qu'il faut que je fasse. Voici ma stratégie de résolution de problème. Voici ma stratégie ou ma solution ou ma décision ou ma justification pour répondre à ce problème-là. » Alors, évidemment, on est vraiment dans des niveaux cognitifs beaucoup plus élevés. C'est vraiment on est vraiment là dans la compétence. Là. Et c'est vraiment d'être capable de résoudre un problème en reconnaissant les conditions qui disent que voici, c'est la solution qu'il faut. Alors, dans ces situations-là, évidemment, les mises en situation, les études de cas, ces choses-là, c'est vraiment, je dirais, dans les meilleures approches. Puis c'est ça, dans le fond, on demande de formuler une hypothèse, qu'elle soit clinique pour moi en soins préhospitaliers d'urgence ou qu'elle soit, par exemple, en génie, ou encore là, que ce soit, par exemple, de proposer une solution, un texte, un argument, par exemple, ou un raisonnement critique, par exemple, en philosophie. Mais c'est d'en arriver vraiment à appliquer la solution ou la stratégie de résolution de problème. Ça, c'est la généralisation. La généralisation, c'est vraiment, je reconnais la situation. Je ne vous le ferai pas faire aujourd'hui parce que le temps avance, puis je ne veux pas que personne... je veux quand même qu'on ait le temps de vraiment faire l'essentiel. Mais évidemment, moi, en soins préhospitaliers, moi, ce que je fais, c'est je propose une mise en situation, puis l'étudiant doit repérer des éléments, les relier ensemble, puis lorsqu'il y a suffisamment d'indices pour dire « OK, je pense que c'est ça ce qui se passe », l'étudiant est capable de proposer une hypothèse clinique pour dire « Je pense que le patient a ça, puis je devrais anticiper telle quelle complication. » Est-ce que c'est simple? Absolument pas. C'est extrêmement complexe. Fait que c'est en faisant plusieurs qu'il va être capable de le faire. Fait que ça, c'est vraiment un bon exemple de stratégie de généralisation. Puis là, c'est une grosse mise en situation. On peut-tu faire ça plus simple? Ben oui. Je fais des bébés mis en situation. Puis là, je leur demande, qu'est-ce que vous pensez qui se passe chez le patient? Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a? Comment le corps va réagir? C'est quoi la dysrythmie cardiaque qu'il va avoir? Bon, on va avoir une bradycardie sinusale, une fibrillation, et ainsi de suite. Fait que ça peut être... Ça, c'est... Les étudiants, à un moment donné, ils me trouvent fatigant, là, mais peut-être pas Joël. Mais souvent, je leur dis, OK, on va jouer à votre jeu préféré, déterminer la dysrythmie la plus probable. Puis ça, c'est une affaire qui se fait au début du cours. Je peux le faire sur un Socrative, je pourrais le faire sur n'importe quelle autre plateforme. On joue ensemble, ils font ça, ça commence le cours, ils se réchauffent le neurone, ils travaillent en équipe de deux, fait qu'il y a un petit peu de collaboration. Tu sais, ça démarre le cours, c'est ludique, c'est le fun. Mais c'est de la généralisation. Peut-être pas de la généralisation de haut niveau, mais c'est de la généralisation. Il faut faire des liens pour répondre à ça, sinon c'est impossible d'y répondre. Alors, ça, c'est un bel exercice que j'aime bien faire, en tout cas moi. La dernière stratégie d'apprentissage, c'est la stratégie de discrimination.
L'étudiant doit être capable, à partir d'une situation, de dire « Ah, OK, il me semble que je reconnais ça, cette affaire-là. » Puis de dire, ben, de repérer les indices, puis de dire « Ah, non, non, ma solution habituelle ici ne fonctionne pas. » Donc, c'est d'être capable de dire « Je reconnais ce qui semble être une situation qui m'est familière. » Puis on aurait tendance à tout de suite plugger la stratégie de résolution de problème. Non, 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 non. Pense-y. Excusez, là, je me tourne la tête là, parce que j'ai un livre que j'aurais dû. Ah, il est là. Olivier Houdet, là, Apprendre à résister. Okay? Mais c'est exactement ce dont M. Houdet parle. C'est de voir, dire hey, ça ressemble à quelque chose que je fais d'habitude, mais cette fois-ci, ça ne fonctionne pas. Puis de trouver une solution alternative. Et quand on fait de la généralisation puis de la discrimination, bien, on est vraiment, mais vraiment dans le transfert des apprentissages. L'étudiant est capable de prendre ce qu'il a appris, d'appliquer ça dans une situation différente, et puis dans le fond, de voir un niveau contexte. Je vais enchaîner. Non, ça, je n'irai pas là aujourd'hui. Le temps nous presse. Je basculerai à la dernière section de ma communication, puis je garderai du temps après, si vous permettez. Puis après ça, bien, dans le fond, là, les gens qui voudront quitter pourront quitter. Et puis, au moins, j'aurai le temps de faire l'essentiel parce que je veux répondre à la question de Cédric de tantôt. Je trouve ça frustrant, Pierre, de ne pas pouvoir utiliser le module de discussion. Il y a quelques personnes qui l'ont fait, mais c'est passionnant ce que vous présentez. J'aurais plein de choses à ajouter. C'est très intéressant et j'y vois des applications dans mon ex-vie d'enseignante. C'est vraiment très intéressant. Et voilà. Alors, j'en profite là, pendant que je peux le faire. Je vous laisse la parole. Merci, Nicole, c'est gentil. Puis, je suis désolé, là, le temps, ben, on pourra en parler pendant des semaines. Mais je ne vous garderai pas jusqu'à la semaine prochaine. Donc, pour revenir un peu à ce que Cédric mentionnait, je reviens à... Excusez, là, je gère encore mon curseur. Je reviens un peu à Alice puis Jean-Claude. Tu sais, Alice puis Jean-Claude, là, ils travaillent fort, mais ils travaillent juste pas efficacement. C'est correct, on est là pour les outiller, c'est notre job. Mais il est, puis encore là, ce n'est pas un jugement sur la valeur des personnes, mais il est utopique de croire que Alice et ou Jean-Claude vont aller chercher un livre de pédagogie, puis ils vont s'approprier eux-mêmes les stratégies d'apprentissage, qui vont les utiliser efficacement, au bon moment, pour les bons types d'apprentissage. Ils ne sont pas capables. Okay? C'est correct, là, ils ne l'ont juste jamais appris. Dans sa méta-analyse, Christian Bégin de l'Université de Montréal, dont je parlais tantôt, ce qu'il dit, puis je suis vraiment d'accord avec lui, bien humblement, là, mais les stratégies d'apprentissage doivent être enseignées par les profs, en classe, avec l'enseignement spécifique. Okay? On ne doit pas donner, on peut le faire, là, okay? Des cours de méthodologie là, où on va enseigner toutes les stratégies. Mais pour que ce soit plus pertinent, pour que ça ait un sens, pour que ça ait une utilité, pour que l'étudiant puisse dire « OK, voici à quel moment je dois l'appliquer », encore là, que ce soit en français, en philo, en soins préhospitaliers, mais c'est de l'attacher à l'enseignement spécifique. Alors, dans cette situation-là, ça devrait être fait en classe, de façon contextualisée, dans un environnement le plus authentique possible. Et, comme j'ai mentionné, ça va être intégré aux apprentissages spécifiques. Ça peut se faire en classe, à tout le monde. Ça marche, je le fais, mais je ne pense pas que c'est là qu'on a la plus grande efficacité. C'est justement quand Alice ou Jean-Claude viennent vous rencontrer dans votre bureau. Puis là, ben, tu es fait ventiler un petit peu, comment tu étudies, tu recopies, OK, c'est bon, tu relis, c'est bien, parfait. Tu réécoutes les vidéos, c'est bien, tu fais d'autres choses? Non? Ah, parfait. Et là, on part. Puis là, vraiment, là, c'est vraiment, moi, je crois, là, puis mon expérience, là, c'est vraiment là où ça fonctionne le plus. M. Bégin parle de composantes de l'enseignement des stratégies d'apprentissage.
Alors, il en a 6. Je vous en présente 4 parce que j'en ai regroupé. La première, ben, c'est de la modélisation. C'est vraiment là, de prendre un 15-20 minutes en classe. Tantôt, je vous disais, là, dans ma mise en situation, là, comment arriver à partir de mise en situation, de formuler une hypothèse clinique pertinente. Bien, je leur montre. Je le fais, là, puis j'encercle ça, puis je fais plein de barbeaux au tableau, puis voici les liens, puis voici pourquoi on va là. Puis on le fait. Puis il faut le faire une première fois, parce que ça n'apparaîtra pas intuitivement, cette affaire-là. Alors, on le fait. On vient vraiment leur montrer à quel moment, à quel moment, pourquoi je le fais, puis surtout, comment je le fais. OK? Puis souvent, d'avoir une capsule vidéo qui répète l'information, des fois, c'est bon pour ceux qui ont peut-être moins bien compris en classe. Donc, la modélisation en classe. Puis là, on va tous dire, moi le premier, ouais, mais j'ai pas le temps. C'est du temps tellement bien investi. Puis je ne le ferai pas à tous les cours. Mais si je fais un petit 20 minutes, là, une fois tous les 2 semaines, c'est de l'or en barre pour nos étudiants. Ensuite de ça, expliquer le rationnel. Voici pourquoi lire, puis relire ou recopier, ça ne marche pas. OK? Dans le fond, on est vraiment dans une posture très cognitiviste rendue là. Alors, c'est vraiment de leur dire, bien, regarde, le cerveau apprend pas quand tu recopies les notes. Ça ne marche pas. OK? Puis moi, un livre que j'ai acheté, puis un auteur duquel je suis quasiment devenu disciple, Steve Masson de l'UQAM, Activer ses neurones pour mieux apprendre et mieux enseigner. Honnêtement, là, ça se lit sur le bord de la plage cet été. C'est pas super lourd, c'est bien écrit. Puis, quand tu veux expliquer à un étudiant là, pourquoi il doit activer ses neurones, merci Gabriel, c'est vraiment de la belle lecture. Puis en passant, Steve Masson a un canal YouTube. Allez vous abonner. Des belles petites capsules vidéo sur des concepts vraiment bien circonscrits. C'est vraiment utile. Donc, expliquer le rationnel à nos étudiants. Voici pourquoi lire, puis relire, puis re-relire, ça ne te rend pas compétent. Donc, on peut faire ça. Conséquence d'une utilisation inappropriée. Puis là, je me rapproche un peu de la question de Cédric. Mais souvent, encore là, je reviens à Alice. Puis dans le fond, tu sais, Alice, elle a fait de la mémorisation, elle a fait de la répétition, parfait. Mais moi, dans mes questions d'examen, je demande de la généralisation. Okay? Fait que c'est de lui expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas. Quand tu lis, tu n'apprends pas à traiter l'information. Tu n'apprends pas à traiter cognitivement la matière. Ce n'est pas une pédagogie active, cognitivement active. Lire, c'est pas grand-chose, dans le fond. C'est une première étape, mais c'est assurément pas la plus importante. Donc, c'est de dire à l'étudiant, bien, voici pourquoi recopier les notes de cours ne t'apprend pas à solutionner des problèmes. Puis souvent, bien, les autres sont arrêtés là dans leur étude. Fait que ça, c'est de leur expliquer. Puis encore là, Masson va être très utile là-dedans. La quatrième et avant-dernière, employer un témoignage. Bon, je ne veux pas nécessairement faire entrer un étudiant dans ma classe pour qu'il vienne faire un témoignage, mais des fois, ben, quand j'ai l'étudiant seul à seul, ben, je parle de Catherine. Catherine, qui est une étudiante qui a diplômé en soins préhospitaliers il y a quelques temps déjà. Puis Catherine a coulé mon premier cours de patho, a moyennement réussi le cours de patho 1, la deuxième fois qu'elle l'a repris. Patho 2, patho 3, c'était complètement autre chose. À un moment donné, elle s'est abonnée à moi et elle venait me voir pratiquement toutes les semaines, ce qui était bien correct. Puis Catherine a diplômé de soins préhospitaliers, puis il y a eu un changement de cœur, ce qui est tout à fait correct, et est allée en soins infirmiers. Puis, je ne pourrais pas vous dire l'établissement, par exemple, mais elle est allée étudier en soins infirmiers. Puis, à un moment donné, elle m'a envoyé un petit texto Messenger. Salut Pierre, j'espère que tu vas bien. Un petit message pour te dire que j'ai fait mon premier examen de soins infirmiers jeudi et ça s'est très bien passé. La veille de mon examen, j'ai fait une révision seulement. Je me suis couché à 8 heures. J'ai eu une bonne nuit de sommeil. Je pense avoir bien réussi. Merci encore pour tous les conseils. Plus je travaille sur ma façon d'étudier et plus les apprentissages se font facilement. Ça, là, ça a été ma paye pour l'année, ça. OK?
puis Catherine a réussi son examen à 95 fait que, tu sais, un moment donné, là, quand on disait tantôt là, que ça vient jouer au niveau de la motivation puis de l'engagement, bien, ça en est un bel exemple. Ça fait, comme je dis, mon ami. La dernière, rapidement, que je fais sans trop prendre de temps, qui n'est pas de maçon, mais qui vient de Bayard, qui vient de moi. Moi, ce que j'aime bien des fois, c'est en classe. Quand j'ai un étudiant qui me fait quelque chose vraiment de cognitivement solide, c'est de dire, mesdames et messieurs, on fait un beau moment pédagogique. Alors, Alice, pourrais-tu nous expliquer comment tu t'es rendu à ce raisonnement-là? Alors, c'est vraiment de valoriser la démarche. Alors, les autres étudiants voient que ça vient d'un des leurs. Puis évidemment, on valorise beaucoup l'intervention de l'étudiant. Et encore là, c'est très, très, très porteur. Puis encore là, ça leur démontre que c'est accessible. C'est un collègue ou une collègue qui le fait, tout simplement. Donc, ma conclusion, puis je la fais rapidement, parce que bon, je pense qu'on a bossé le temps, mais je l'ai faite tantôt, ma conclusion. Alors, pourquoi utiliser des stratégies d'apprentissage cognitive? Parce que ça active les neurones, Masson le dit. Parce que ça nous permet de faire des stratégies des apprentissages en profondeur, mais avec des stratégies en profondeur. Ça permet ça a une incidence majeure sur la motivation et à apprendre. Puis rappelez-vous que la motivation à apprendre, c'est un des plus importants déterminants de la réussite éducative. Alors, si je suis capable de donner à l'étudiant un sentiment de contrôle, puis un sentiment de compétence en l'outillant, je lui ai rendu le plus grand service de sa vie. Évidemment, ça permet de favoriser l'engagement scolaire et évidemment, tout ça a une incidence sur la réussite éducative. Quelques petites références et je vous remercie pour votre patience. Merci, Pierre. Malheureusement, c'est le document que je vais transmettre aux participants va contenir vraiment l'ensemble de ce qui s'est dit lors de la présentation, sauf les références bibliographiques. Est-ce que ce serait possible de pouvoir les obtenir? Puis je les enverrai aux participants. Avec plaisir. OK. Alors, c'était très intéressant. On va passer, là, vous pouvez utiliser l'espace de discussion. Ne vous gênez pas pour parler de votre appréciation du webinaire, de son utilité, bon, etc., pour commenter, peut-être ajouter des choses. Il y a des questions dans le module Q&R, mais si des gens aussi veulent intervenir verbalement, ben, vous n'aurez qu'à lever la main et vous pourrez poser votre question verbalement à Pierre. Mais entre-temps, on va aller au module Q&R et tenter de répondre et répondre aux deux questions qui étaient posées. Donc, la première question, comment leur faire rendre compte que leurs stratégies sont inefficaces? Bien, je pense que vous y avez déjà répondu d'une certaine façon, mais si vous désirez apporter des précisions, Pierre, ne vous gênez pas. Ben, dans le fond, je pense qu'il y avoir déjà répondu. C'est ça souvent que l'étudiant va réaliser. C'est de dire, ben, comme je te dis, quand je les assois devant moi en classe, pas en classe, dans mon bureau, puis là, je demande à Alice, là, comment tu t'es préparé à l'examen? Puis je le prends en note, là, vraiment. Puis après ça, ben, j'ai mon infographie, je leur en donne une copie. Puis là, ben, je leur dis, ben, regarde, voici où tu étais. Tu étais dans les stratégies d'apprentissage de surface, puis voici pour quelle raison. Puis pour réussir mon cours, voici là où il faut que tu ailles. Alors, c'est de leur faire comprendre qu'ils sont dans un contexte de surface et c'est malheureusement insuffisant pour devenir compétent. En tout cas, moi, je trouve ça hyper pertinent, Pierre, que vous proposiez, que vous expliquiez à vos étudiants les avantages d'utiliser les stratégies d'apprentissage cognitif, que vous leur en donniez des exemples, que vous leur laissiez l'occasion de pouvoir les exprimer aussi. Je trouve ça vraiment très pertinent.
Il y a Chantal Leblond dans le module QER qui dit ce que j'ai déjà lu, c'est plus nous utilisons de sens, plus nous retenons la matière. Donc, la signification, et ça, je pense que c'était inclus justement dans les stratégies d'apprentissage cognitif, effectivement. Un autre bon petit livre, Un cerveau qui apprend différemment de Souza. Ouais, c'est ça, Souza. Puis Souza le dit, dans le fond, c'est vraiment lié aux troubles d'apprentissage. Puis Souza le mentionne ad nauseam, c'est bien correct, c'est de la répétition, fait que j'imagine que ça marche, j'ai retenu. Mais il dit, pour retenir, puis ça revient à ce que Chantal disait, pour favoriser la mémorisation, c'est de donner un sens, puis de donner une pertinence. Puis moi, je leur dis à mes étudiants, je ne veux pas que vous sortiez de mon cours si vous ne savez pas ce que je vous enseigne, si ce que je vous enseigne, vous ne savez pas à quoi ça sert. Puis vous avez toujours le droit de poser la question, là, monsieur, là, pourquoi j'apprends ça? Puis à un moment donné, je me suis fait poser la question, puis je n'ai pas été capable de répondre. Tu sais, honnêtement, j'étais dans mes molécules, puis j'étais le fun. Là. Moi, j'étais heureux, là, mais c'est comme, c'est pas utile. Là. Fait que, bon, mais regarde, on va faire d'autres choses. Okay. Écoute, pour le moment, tout va bien, en tout cas, d'après les commentaires là, qui sont laissés dans l'espace de discussion. La présentation semble avoir été aussi appréciée que moi, je l'ai appréciée. Donc, aux participants, vous allez recevoir, ce qui s'est dit dans l'espace de discussion, c'est assez minime, là, étant donné la situation, mais je suis très à l'aise avec la façon dont on a fonctionné, Pierre, là, tu peux en être assuré, mais tu vas quand même avoir accès à tous les remerciements, je vais te les envoyer. Et les gens pourront recevoir bientôt, en fait, cet après-midi, le document récapitulatif qui contient vraiment toute l'information que tu nous as présentée. Un gros merci, c'était passionnant. Puis j'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir t'entendre dans une autre présentation ultérieurement. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. Alors, je vous écris cet après-midi, entre autres, en vous fournissant le lien vers le formulaire d'appréciation. Ça nous est très utile aussi. Merci Pierre, puis je te dis à la prochaine. Puis merci encore beaucoup à toi, Nicole, puis merci à la QPC. Ça nous a fait vraiment plaisir, on a été gâtés. Merci beaucoup. Bye.